Alors, il y avait un challenge technique, un défi technique vraiment important, parce que vous voyez sur cette diapo ici, bon, alors, je vais voir ça. Vous voyez, c'est complètement replié pour rentrer dans la coiffe de la fusée, et c'est une fois dans l'espace qu'il se déploie complètement. Et il déploie notamment ces grands écrans thermiques qui sont nécessaires pour que le télescope soit refroidi. Un télescope infrarouge doit être froid, sinon il émet de la lumière, et cette lumière empêche de bien observer. Donc il faut le refroidir, et pour qu'il se refroidisse, il ne faut pas que le soleil le chauffe. Et donc il y a des grands boucliers thermiques qui empêchent la lumière du soleil et de la Terre d'aller le chauffer. Donc c'est comme ça que tout ça doit se déployer. Un autre critère pour dire la complexité, c'est le nombre de mécanismes de points de panne uniques. Ça veut dire que s'il y a une panne, la mission est foutue. En général, il y a une cinquantaine de points de panne uniques dans une mission, et là, il y en avait 344. Donc, pour dire l'ordre de grandeur de complexité. Alors, il y a 4 instruments à bord de ce télescope, dont un instrument qui a été fabriqué en France, avec la maîtrise d'œuvre du CEA et sous la maîtrise d'ouvrage du CNES. On travaille toujours avec le CNES. Et vous avez ici une photo de la caméra MIRIM, de l'instrument MIRI. Donc c'est un instrument... J'appuie là-dessus. C'est un instrument... donc qui doit survivre aux vibrations, à l'aspect espace. Donc on a toute une maîtrise du spatial au CEA, notamment au département d'astrophysique. Et tout ça a été lancé avec succès et marche très très bien. Et je peux juste vous montrer une image qui parle d'elle-même. Vous avez sur votre gauche une image d'une partie du ciel observée par le satellite Spitzer, qui était le prédécesseur du satellite James Webb. Et vous pouvez voir la différence entre la qualité image avec le James Webb et la qualité image de son prédécesseur. Vous voyez aussi très clairement qu'on voit beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément avec le JWST. Et donc, pour vous montrer ce que c'est l'infrarouge, on a ici une caméra infrarouge et on va faire quelques petites démonstrations pour que vous puissiez appréhender que la lumière infrarouge est une lumière différente de la lumière visible. Donc, ici, si je prends quelqu'un qui a des lunettes, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est noir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le code couleur? Au plus c'est jaune vers le blanc, au plus c'est chaud. Et d'où vient la lumière qu'on voit là à l'écran en infrarouge? Eh bien, c'est la chaleur de votre corps qui émet de la lumière. Par contre, les verres de lunettes, on dit ça laisse passer la lumière. Oui, mais la lumière visible. Et pourquoi c'est noir? Parce que la chaleur émise par vos yeux, ben, c'est arrêté par les lunettes. Ces lunettes, les propriétés des lunettes, c'est ça empêche la lumière infrarouge. Il y a une autre expérience qu'on peut faire facilement. S'il y a quelqu'un qui veut venir sur l'estrade, ça ne mord pas, hein, c'est juste mettre son bras dans cette... Ah ben voilà. Alors attends, on va aller... Tu te mets à un endroit où on te voit... Voilà. Eh bien, c'est une autre propriété de la lumière. On a vu que les verres de lunettes arrêtaient la lumière infrarouge. Par contre, la lumière infrarouge passe à travers ce sac poubelle. Donc ça, c'est une autre illustration et c'est super important pour l'astrophysique parce qu'avec la caméra infrarouge, on peut aller voir derrière les nuages, là où se forment les étoiles. Donc l'infrarouge, c'est complètement différent du visible et a des propriétés particulières. Donc on verra tout à l'heure avec David qu'on peut aller voir très loin dans l'univers parce que la lumière émise est décalée vers le rouge.